Merci de nous préférer pour vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information dont voici les grandes articulations. Dans la dynamique du gouvernement de mettre en avant les réalisations concrètes du programme de modernisation commerciale impulsé par le chef de l'État, le Collège des ministres conseillers s'est rendu hier mardi 27 mai 2025 sur le site du marché de gros d'Abomey-Calavi. Précision à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, c'est bien possible au Bénin, lire et compter en langue. C'est une politique de l'État avec l'appui de ses partenaires dans la vision d'établir un lien entre l'alphabétisation et la formation professionnelle. Quelle place occupe aujourd'hui l'alphabétisation au Bénin? Précision à suivre dans ce journal. Et puis, il n'est pas rare d'entendre certains hommes se plaindre de la contre-performance de leurs femmes en cuisine. Quelle place occupe la cuisine dans un couple? Vous suivrez l'avis de quelques citoyens malanvillois rencontrés par une équipe de nos reporters. À suivre à la boucle d'autres nouvelles au plan local et national, sans oublier la revue de presse nationale de Lukman Orukiwu. C'est là pour l'essentiel en titre. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine. Titre la journée sur ta radio. Sota FM. C'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bonjour. Le Collège des ministres conseillers s'est rendu ce mardi 27 mai 2025 sur le site du marché de gros d'Abomey-Calavi. Cette visite s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de mettre en avant les réalisations concrètes du programme de modernisation commerciale impulsé par le chef de l'État, Jacques Ayagui, ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, souhaite la bienvenue aux invités. Je souhaite la bienvenue aux ministres conseillers sur un chantier du ministère du cadre de vie. Nous sommes ici pour mettre la lumière sur ce qui est fait jusque-là, sur le marché de gros ici. Les équipes sont mobilisées pour nous faire, dans un premier temps, une visite guidée des lieux et ensuite nous présenter le projet dans son ensemble à travers le taux d'avancement et nous annoncer la date prévisionnelle de la livraison du chantier. Accueillis par les responsables en charge du chantier, les ministres conseillers, le préfet de l'Atlantique, les maires d'Abomey-Calavi et de Soava ont eu droit à une visite guidée des différents compartiments de cette infrastructure. Les 5 lots qui constituent le projet de construction leur ont été présentés dans les moindres détails. Gontran Tchembozo, voilà, ingénieur et chef de mission du contrôle qu'on écoute. Le projet du marché de gros a été substitué en 5 lots. Le premier lot concerne tout ce qui est voirie à l'intérieur du marché, tout ce qui est réseau d'assainissement, la clôture du marché. Ce lot est exécuté par l'entreprise Sogea Satom et est aujourd'hui à 96% de point d'exécution. Le deuxième lot, ça concerne tout ce qui est bâtiment à l'intérieur du marché. Les 6 bâtiments secs qu'on a visités, les 2 bâtiments frigorifiques, le péage, les guérites, exécutés par Sogea Satom aussi. Ce lot est à 100% exécuté. On a déjà fait la réception provisoire. Le lot 3 concerne tout ce qui est bâtiment tertiaire au niveau du marché, les bâtiments administratifs, les maquis, le restaurant, la caserne des sapeurs-pompiers, le bâtiment lavage et réparation, le bâtiment du tri de déchets. Ce lot est aujourd'hui à 91% de taux d'exécution. Le lot 4 concerne l'abattoir bovin, l'abattoir porcin. Ce lot est à 50% de taux d'exécution à date. Et le lot 5 qui concerne les voies d'accès du marché, la voie Kérékou, la voie Pylône. Ce lot est exécuté aussi par l'entreprise Sogea Satom. 100% d'exécution, on a déjà fait la réception provisoire. Satisfait, c'est l'essentiel à retenir dans les interventions des ministres conseillers. Écoutons respectivement Janvier Yaoudéou, ministre coordonnateur du Collège des ministres conseillers, c'est Dami Medekan Fagla, ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Mariam Diaouga, ministre conseiller au ministère des Affaires sociales et au travail, puis Rachidi Gbadamassi, ministre conseiller chargé de la défense et de la sécurité. Nous venons d'achever notre visite au marché de gros de Calavi. Au terme de cette visite, ce qu'on peut retenir, c'est que le Bénin est en train de marquer une étape cruciale dans son développement, dans sa marche
vers le développement de son économie. Nous avions vu et compris qu'avec cette volonté affichée d'industrialisation que nous avons perçue avec la GDIZ, le marché de gros de Calavi en train de se présenter comme un pilier majeur pour permettre à notre pays et de le positionner comme un pilier d'attractivité et un carrefour économique dans la sous-région. Je voudrais dire à la jeune génération, à la nouvelle génération, aux jeunes étudiants que je rencontre dans les universités, qu'en réalité, ils n'ont pas de problème de chômage et qu'à eux de s'orienter correctement pour satisfaire les emplois qui seront créés dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans ces différents sites, que ce soit ici et un peu partout dans le pays. Et je voudrais dire à tous les Béninois que j'ai vu l'abattoir, en fait. Parce que c'était une préoccupation pour moi. Ce que nous avons vu ici était nécessaire pour nous de faire ce déplacement. Comme vous avez constaté, ces infrastructures modernes qui répondent aux normes standards des grands marchés modernes du monde entier affichent la volonté du gouvernement sous la houlette du président de la République de compter notre pays parmi les nations où les usagers peuvent exercer leur activité dans la dignité, dans un confort total. Également, ces infrastructures que nous avons vues ici, ajoutées aux marchés modernes qui sont déjà inaugurés, prouvent que le Bénin avance à grands pas et affiche une ambition des grandes nations. Bon, moi je pense qu'il fallait ajouter le Singapour du Bénin. Vous savez, gouverner c'est prévoir. Et nous saluons la stratégie d'anticipation, d'autoréaction du président Patrice Talon. Vous savez, le président Patrice Talon est dans l'action. Si vous voyez ce qui se passe présentement, c'est de l'inédit. C'est de jamais vu. C'est de l'apothéose. Occasion pour la première autorité municipale d'Abomey-Calavi de préciser les mérites de cette infrastructure en invitant les citoyens à en faire bon usage. Angelo Awanjinou, maire de la commune d'Abomey-Calavi. C'est une chance pour la commune d'Abomey-Calavi d'abriter ce grand marché, ce grand pôle économique. Le marché de gros est venu régler un grand problème au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. D'abord, il contribue à la création de beaucoup d'emplois, des emplois directs comme emplois indirects. Abomey-Calavi voit son économie se développer, les impôts seront correctement payés et tout le monde se sentira à l'aise. Donc l'économie locale d'Abomey-Calavi est en développement. Mais parlons un peu de l'économie de l'État. Au nom de la population d'Abomey-Calavi et au nom du conseil municipal et à mon nom propre, nous remercions le chef de l'État. Avec tous les ministres, tous ceux qui, à divers niveaux, ont contribué à la réalisation de ce marché. Et nous appelons maintenant les futurs usagers à en faire un bon usage. Je voulais annoncer en titre lire et compter en langue, c'est bien possible au Bénin. De plus en plus, des mécanismes existent pour apprendre à lire dans les langues maternelles. Il s'agit de l'alphabétisation, une politique de l'État avec l'appui de ses partenaires. Selon les précisions, cette initiative s'inscrit dans la vision d'établir un lien entre l'alphabétisation et la formation professionnelle. Quelle place occupe aujourd'hui l'alphabétisation au Bénin? Écoutez pour plus de précisions Aboubaka Serokobi, chargé du programme Pageda à Scienson ONG. L'alphabétisation occupe une place très importante pour le développement de notre nation. Quand vous jetez un coup d'œil au niveau des statistiques, nous sommes encore à plus de 60% du taux d'analphabète. Et lorsque vous venez précisément dans la Donga, ça doit être à l'ordre de 70 ou 80%. Se référant au RGPH, on verra les statistiques qui sont dedans, qui ne sont pas du tout reluisantes. Lorsque vous prenez certains secteurs d'activité, notamment au niveau des artisans, qui sont quand même des actifs en matière de production de richesse, ces personnes sont très peu instruits. Avec la vision du gouvernement, c'est de faire un lien entre l'alphabétisation et la formation professionnelle. C'est-à-dire alphabétiser ces artisans analphabètes pour améliorer leurs prestations et leur rendement. Et c'est dans ce cadre que ce programme Pageda s'inscrit. Bien entendu que le programme est une initiation de la coopération suisse et financé par la coopération suisse pour soutenir le gouvernement dans cette politique-là. De sorte qu'aujourd'hui, depuis la phase 1 du Pageda qui a commencé en 2016, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en phase 2. Nous avons impacté plus de 60 000 artisans et artisanes. Et lorsque vous allez dans leur milieu de travail, vous constatez vraiment qu'il y a du changement dans leur manière de faire, il y a du changement dans leur activité, il y a du changement dans leur mode de vie. Donc si c'était mauvais, si ce n'était pas bon, il n'y aurait pas eu
Tout cet engouement, le ministre y participe. Le directeur national de l'alphabétisation y participe. L'inspection générale pédagogique du ministère y participe. Sciences ONG participe ensemble avec la DAPN. Les maires y participent. Les coordonnateurs communaux d'alphabétisation y participent. Les chefs de service d'alphabétisation, non. Il y a les ONG qui participent. Donc ça veut dire que ce n'est pas une affaire banale. Ça concerne beaucoup d'acteurs. Depuis le démarrage du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, le programme a impacté beaucoup d'alphabètes dans nos communautés. Suivez pour plus de détails Aboubakar Serokobi. Il est le chargé du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation au niveau de Sciences ONG. Le PAJDA a commencé depuis 2016 ou pratiquement en 2017 et je disais tantôt que nous avons déjà plus de 60 000 personnes qui se sont inscrites dans les centres et qui ont suivi les cours. Nous avons eu des témoignages des gens qui nous disent qu'ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire. Et aujourd'hui, ils arrivent à prendre des mesures, à faire des calculs pour mieux faire leur travail. Imaginez-vous par exemple un couturier ou une couturière qui n'arrive pas à lire les centimètres pour prendre des mesures. Donc il y en a qui utilisent des bâtons, des bâtonnets pour mesurer le truc. Et quand ils prennent la mesure là, une fois, il faut qu'ils finissent d'abord cette coupe-là avant de prendre une autre commande. Et aujourd'hui, ces gens vous disent que grâce à l'alphabétisation, j'arrive au moins à écrire les chiffres là dans ma langue et je peux noter avec les noms et reprendre une autre commande. Terre à terre comme ça, pour ne citer que cela. Il y a des couturiers, il y a des menuisiers, il y a des transformateurs, il y a les tisserands, il y a beaucoup d'autres métiers qui sont impactés. Vu l'importance de l'alphabétisation, notre source appelle la population à prendre au sérieux les programmes de l'alphabétisation. Il appelle également les autorités à un grand effort pour une bonne mobilisation ainsi que la participation de tous les acteurs concernés. Extrait des propos de Aboubakar Serokobi. Que les populations sachent que c'est une chance. D'ailleurs, on appelle ça même seconde chance. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, c'est le moment pour eux de se rattraper. Surtout les artisans et artisanes qui se mobilisent. Que les patrons d'apprentis et les apprentis eux-mêmes se mobilisent, qu'ils trouvent un temps pour venir apprendre et aller mettre en pratique dans leur activité. Ça fera du bonheur pour eux. Tel que nous le disons chaque fois, les communes doivent faire un effort pour s'approprier tout ce que nous faisons, pour mobiliser vraiment les populations pour suivre ce qu'on leur donne comme enseignement. Les programmes sont certifiés, les programmes sont pratiques. Ce qui est enseigné dans les centres d'alphabétisation, ce sont des connaissances que les gens peuvent utiliser directement dans leur cadre de vie. Ce n'est même pas qu'ils vont d'abord apprendre, comme on le fait au niveau du formel, apprendre le français, venir apprendre maintenant la partie théorique. Non, ici c'est directement dans leur langue et c'est des connaissances pratiques, des connaissances même qu'on retrouve au niveau de l'université. Lorsque vous prenez par exemple les mathématiques gestion, les mathématiques financières, quand on parle de taux d'intérêt, calcul de capital, calcul de... Tout ça là, ça s'enseigne déjà dans nos langues au niveau des centres d'alphabétisation. Parlons maintenant de la vie de couple. Quelle importance accorde-t-on à la cuisine dans un foyer? Il n'est pas rare d'entendre certains hommes se plaindre de la contre-performance de leur conjointe en cuisine. Alors, à quel degré les couples attachent du prix à l'achat culinaire? Les Mananvillois se prononcent sur la question. Suivez quelques-uns rencontrés au micro de Aminou Dosso et de Modeste Simouton. Le repas au foyer, c'est très important. C'est la première des choses que j'allais dire. Puisque je ne peux pas venir, peut pousser l'homme à aller manger au dépassement. Une fois donné quelque chose de 500, vouloir manger quelque chose de 2000, ça ne peut pas marcher. Que vous voyez que ce n'est pas bien fait. Vous pouvez vous-même aller acheter vos condiments au marché et venir la donner ça. Là, comme ça, vos condiments, on ne peut pas refuser de faire le repas du genre. Le repas, ça occupe une place très importante dans le foyer. Bon, je peux dire, le repas n'est pas bien fait. Je vais dire d'abord parce qu'il y a certains hommes, quand la femme ne sait pas préparer, ou soit la femme ne prend toujours au dehors. Il y a aussi un problème. Si le mari ne donne pas ce qu'il faut pour que le repas soit bien fait, donc la femme, elle ne peut rien. Est-ce que le mari donne que la femme fait? Le repas ne peut pas être bien fait. Pour avoir son repas bien fait, le mari doit donner ce qu'il faut. Bon. La cuisine occupe première place dans le foyer parce qu'elle va faire le manger à la maison, toi tu vas manger. Donc si le manger n'est pas bon, c'est comme ça en fait. C'est que la maman va aider la jeune fille à faire la cuisine correcte. Il va aller payer le manger, les emballages perdus là. Donc c'est ça qu'on amène à la copine et mange. Si elle est habituée à manger un mets dehors, le riz dans les restaurants, c'est marié dans le foyer, elle ne peut pas faire la cuisine. Et si tu n'es pas resté auprès de ta maman, prends la cuisine. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne savent pas préparer. Et si le manger n'est pas bon, le type connaît ce que sa maman lui présentait. Il s'est marié, il a une différence, il va continuer à manger au dehors. Donc, dans un foyer, c'est très important. Si une femme ne fait pas la cuisine ou bien ne sait pas faire la cuisine,
cuisine, donc le foyer n'est pas foyer. On doit manger. Si toi, la femme, tu prépares, ça veut dire que tu donnes l'exemple à tes enfants, savoir faire la cuisine et de savoir sauver. À entendre certaines personnes, la cuisine occupe une place incontournable dans un foyer. Pour la consolidation de la vie en couple, certains citoyens prodiguent les conseils que voici. Conseil que je donne à mes soeurs, mes jeunes soeurs, qu'elles s'occupent très bien de leur mari. C'est du côté repas. Parce que aujourd'hui, la cuisine, d'abord, quand on dit la cuisine, là, si le repas est bien fait, la dame s'est bien préparée, le mari, à chaque fois quand il sort, s'il voit le repas d'une autre femme, il va toujours penser à ce que sa femme fait à la maison. Mes chers amis, mes chères soeurs, mes chères mamans, prenez soin de vos familles. La cuisine est très importante. Et grâce à ça, vous pouvez aussi récupérer surtout la santé des enfants. À nos frères qui n'aiment pas donner de l'argent et veulent manger à la maison, ça, eux-mêmes en question savent que c'est pas bien, Même si c'est un chien tigre, tu dois savoir que un être humain, si tu dis viens, on va rester, c'est vieux, on va aussi. Donc tu peux pas amener l'enfant de quelqu'un et déposer. Si c'est toi, même ton enfant, on fait comme ça, tu seras pas content. Faire comme si c'est ton enfant, on fait comme si c'est ta soeur. Donc nos frères aussi n'ont qu'à pardonner. Même si des jours, il y en a des jours, ils donnent 500, au moins un jour, il n'a qu'à faire un effort de dire bon, aujourd'hui, je vais faire plaisir à ma famille, je vais donner au moins 2000, 2500, 5000. Prouver à la femme qu'on l'aime, quoi. En conclusion, ce que moi j'ai à dire à la jeune génération, si aujourd'hui, si tu sors avec une fille là, les parents des deux côtés n'ont qu'à voir le sang-froid. Si ne t'es pas présenté pour c'est celle-là que je vais épouser. Et les deux, laissez-les venir à la maison, assister la maman, comment faire la lessive, comment faire le nettoyage et le manger sur ta maman. Et voir comment on prépare le mets pour servir à son mari. Donc, Madame, Monsieur, ce journal se poursuit, mais nous marquons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. À notre santé ce jour, la rédaction de Sota FM fait focus sur l'accouchement qui est une action permettant d'aider une femme à accoucher. C'est aussi un acte par lequel le fœtus et ses annexes sont délivrés. Cependant, il n'est pas rare de constater que certaines personnes, après l'accouchement de leur femme à l'hôpital, reprennent aussitôt l'acte sexuel. Quelles sont les conséquences sur la santé de la femme et quelle est la fréquence d'un acte sexuel dans ce sens? Notre frère Issaka Daouda s'est intéressé à la question avec des spécialistes de la santé. Reportage. La naissance d'un bébé dans un couple est un sujet qui apporte joie, satisfaction et bonheur. Parfois même, quelques difficultés de santé. Mais après l'accouchement, chaque couple est appelé à répondre à la question cruciale: quand est-ce qu'il faut reprendre les activités sexuelles? C'est à cette question qu'essayent de répondre ici quelques citoyens que nous avons rencontrés dans la ville. Selon moi, si la femme est prête à recevoir, on lui donne ça. Aujourd'hui, même la femme peut accoucher tout de suite. Et tout de suite, quelqu'un peut brandir quelque chose là. Et tout de suite, elle peut avoir chose. Vous savez, la femme, au retour de l'hôpital, elle est souvent dans les couches. Il y a d'abord, la vieille est là, elle la prépare avec l'eau, elle chauffe l'eau et elle la masse, ainsi de suite. Et moi, personnellement, depuis que je vis avec ma femme, après l'accouchement, moi je fais 1 mois, jour pour jour, avant de commencer l'activité sexuelle avec ma épouse. Pour éviter la tricherie, il vaut mieux quand tu es avec ta femme, surtout quand elle accouche, elle revient à la maison, elle n'est pas malade, il vaut mieux prendre ces dispositions-là pour éviter la tricherie au dehors. C'est pourquoi moi j'ai souvent le calcul, quand ça fait 1 mois, je commence l'activité sexuelle avec mon épouse. Après l'accouchement, vous savez, il y a souvent des blessures au niveau du vagin. Pour éviter d'aggraver la plaie, donc il faut lui permettre de se cicatriser d'abord. Et selon moi, pendant combien de temps la plaie peut se cicatriser? Au minimum 3 semaines. Donc pour mesure de sécurité, allons jusqu'à 4 semaines. Et là, on peut commencer alors voilà les activités. Oui, au fait, la femme, quand elle aime son homme, même le lendemain de l'accouchement, là, elle est amie de servir. Naturellement, les femmes disent, compte tenu de ce que moi j'ai eu comme difficulté, je ne tiendrai plus rapport sexuel. C'est terminé ça. Mais une fois l'enfant est sorti, et puis on ne sent plus de douleur dedans, la lutte continue. J'ai déjà au-delà de 50 ans.
Donc ce que nous, nos grands-parents nous disaient, une fois que la femme conçoit, on dit qu'elle est enceinte, la grand-maman, la mère du mari écarte cette femme, elle la ramène chez elle et l'homme reste seul dans sa chambre. Et c'est lorsque l'enfant commence par marcher, et il marche même très bien, on peut même lui demander d'amener un bol, d'aller chercher de l'eau, que la vieille dit, bon madame, tu peux rejoindre ton mari maintenant. Voilà que aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une fois qu'un garçon prend sa femme rapidement, il s'écarte, il est chez lui, plus personne ne les assiste. Donc si la femme peut prendre, on lui donne. Si au niveau des hommes, les principes sont à peu près les mêmes, même si les avis sont parfois légèrement différents dans la durée, les femmes préfèrent se réserver. Chez une femme en temps normal, cela dépend des hommes. Ça dépend du mari. Si le mari est quelqu'un qui aime trop le sexe, une fois déjà qu'il voit que le sang a cessé chez sa femme, après une semaine déjà, ils peuvent avoir leur premier rapport sexuel. Chez certaines personnes, c'est après 6 semaines qu'ils ont le premier rapport sexuel. Mais en milieu bariba, les hommes ne font pas de rapport sexuel avec les femmes. Il y a certaines personnes qui attendent le sevrage avant de se rapprocher de leur femme. 1 an et demi, 2 ans. Interrogée sur la même question, Madame Maria Mardougou, sage-femme au centre de santé communal, se prononce. Pour elle, cela dépendra beaucoup de la femme, mais aussi du mari. Je pense bien qu'il n'y a pas une norme exigée. C'est la santé de la maman qui détermine ça. C'est pour cela, juste après l'accouchement, on leur donne de rendez-vous. La consultation postnatale qui commence déjà à partir du 7e jour. Et on donne encore un deuxième rendez-vous à 15 jours et à 6 semaines. Là, si la femme commence très tôt le rapport sexuel, après l'accouchement, le risque est élevé parce qu'elle pouvait contracter une grossesse précoce. Or, voilà que l'autre enfant n'a pas encore grandi. Dans ce cas-là, on conseille aux femmes de s'abstenir et comme ça, après 6 semaines, elles viennent se faire planifier. Donc, on fait la planification familiale et comme ça, elles peuvent commencer leur acte sexuel. Somme toute, il n'y a pas de prescription en la matière, mais l'essentiel à retenir, c'est que la santé de la mère est à préserver. Merci à vous, Isaac Daouda, pour ce reportage. Madame, Monsieur, autre volet de l'actualité, la circulation locale souffre de la disponibilité à temps plein des conducteurs de taxi-moto, appelés communément Kabu-Kabu, censés être à tous les coins et ruelles de Malanville pour faciliter le déplacement des populations. Les Kabu-Kabu se font rares à certaines heures, surtout dans la soirée. C'est un constat fait par certains demandeurs de services de ces conducteurs. Suivez le témoignage de quelques Malanvillois qui se prononcent. Ils n'aiment pas travailler la nuit et c'est l'insécurité ou bien comment, je ne sais pas. Sinon avant les autres travaillaient. Mais maintenant ils ont cessé de travailler la nuit. Mais sinon en temps, il y a eu de braquage, il y a même parmi les immédiats là même, c'est des voleurs. D'entre eux, ils te prennent, au lieu de passer des voies courtes, ils préfèrent te faire tourner et savoir où aller te déposer et ils vont te ramasser tout ce que tu as. Tu sais, ils aiment trop aller prendre les étrangers pour les taquiner. Nous qui sommes les gens de Ranville, ils n'aiment pas nous prendre même. Tu vas appeler les immédiats même tout de suite en pleine journée. Il va voir, il te fait la mer directement vers le fleuve. Donc lui, déjà il a les passagers qui les attendent là-bas. C'est un contrat, ils font là-bas, ils gagnent de plus que en ville. S'il remarque que tu es étranger, il s'arrête. Et s'il voit que tu es quelqu'un de ville, que ça veut dire que ça ne l'arrange pas. Par rapport à faire des zim, les Kabu-Kabu dans la nuit là, c'est Dieu qui va nous sauver. Parce qu'on ne connaît pas qui est bon, qui est mauvais. Au moment où j'étais derrière l'hôpital là, j'ai cherché Zim, je n'ai pas trouvé. Le Zim m'a dit que si c'est là-bas là, que lui ne va pas partir, qu'on ne va pas le taper, prendre sa moto. J'ai gardé enfant au dos et je suis venu. Ça ne sonnait même pas encore 2 heures, même c'était à 1 heure et quelque comme ça. Et le Zim a refusé. Que là-bas là, derrière l'hôpital là, qu'il tape les gens pour prendre moto. C'est là j'ai demandé permission et dormi sur le casier là. Des fois, s'il fait nuit profond là, il y a un endroit que quelqu'un ne veut pas aller à cause de la circulation. Parce qu'il n'y a pas courant dans la zone. Donc peut-être on peut arracher les motos ou bien quelque chose peut se passer là-bas. Donc il n'y a pas confiance à cause de ça. Les caca même là, ils ont peur. Ils ont peur pour aller dans certains endroits. S'il fait nuit. Il n'y a pas Kabu à Malanville. Malanville la nuit là, Malanville c'est un pas c'est un pays au champ. Si on prend Kabu la nuit, 20h comme ça là, c'est déjà bon et il va dire ah monsieur arrêtez ici, il y a les gens mauvais là, derrière la materne comme ça, hôpital petit comme ça, ton gars là, ah, c'est déjà bon, il va prendre moto là et partir et tuer vous.
Madame, Monsieur, à l'instant, c'est la revue de presse nationale de Lukman Orukeou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité un peu maigre ce mercredi. Des sujets sont traités pêle-mêle par les journaux. Démarrons par cette menace sécuritaire dans le Nord. Le Canada du Nord renseigne que 6 villages sont abandonnés par les populations à Tangueta. Face à la montée de l'insécurité et au déplacement massif des habitants de certains villages de Tanangou, reprend le matinal, le maire de la commune de Tangueta, Zakari Boukari, accompagné de plusieurs autorités locales, s'est rendu samedi 24 mai dernier à Tanangou pour sensibiliser, rassurer et appeler au retour des populations déplacées. Le journal révèle que les incursions des groupes extrémistes violents poussent de plus en plus les habitants de l'arrondissement de Tanangou vers d'autres localités. Et en réponse à cette situation préoccupante, le maire appelle au calme et rassure les populations, fait savoir la publication. Pour leur pas ainsi dans la suite, le Télégramme quotidien L'Observateur et Le Meilleur rapporte comment un Zémidjan ravitaille les djihadistes à Kalalé. Devant la criette lundi dernier, précise le Télégramme, un jeune homme a comparu. Il est poursuivi par le parquet spécial pour appartenance à une organisation extrémiste. Selon l'accusation présentée, le prévenu a été interpellé à Kalalé après des soupçons de collaboration avec des groupes armés. Le journal souligne qu'il est notamment soupçonné d'approvisionner ces groupes en carburant et pour divers autres besoins. Convoqué à la barre, le prévenu a plaidé non coupable pour les faits mis à sa charge. Les confrères confient qu'il s'est présenté comme conducteur de taxi-moto et en tant que tel, il dit qu'il approvisionne des groupes armés mais n'est pas un des leurs. Au début, dit-il, il ignorait que c'était à des extrémistes qu'il rendait service. Relate le Télégramme qui poursuit que le jeune a confié qu'il a su qu'il travaillait pour les groupes armés quand il a vu certaines des personnes qui lui commandaient des tâches porter des armes. Malgré cela, il a continué à les approvisionner contre de l'argent. Le jeune conducteur a avoué, d'après les journaux, qu'il a eu à transporter des munitions et des armes pour les membres du groupe. À la question de savoir où se trouve la base de groupe, le prévenu n'a pas pu apporter la réponse. Détaille le Télégramme qui renseigne que le ministère public a demandé à la Cour de constater que les faits sont de nature criminelle. Il demande alors au juge de déclarer l'incompétence de la chambre de jugement. Le délibéré est attendu le 2 juin prochain, informe le quotidien. En attendant donc le 2 juin, le Canada du Nord rapporte un exploit du Centre national d'investigation numérique. 9 cybercriminels sont mis au état de nuit. Ils sont arrêtés à Boycon et Calavi, informe le journal. Le potentiel confirme l'information lorsqu'il écrit que 9 brouteurs sont cueillis net par le Centre national d'investigation numérique à Boycon et à Bomé-Calavi. Sans commentaire dans le reste, au chapitre politique, Matin Libre s'intéresse à la force courue pour un Bénin émergent. Si certains s'interrogent encore sur la position de la FCBE sur l'échiquier national, pour beaucoup il n'y a plus de place au doute, estime le quotidien qui souligne que le fait que le premier responsable de l'ancien parti de Yaïboni s'échine toujours à clamer son appartenance à l'opposition politique ne fait que conforter la position des supposés détracteurs. Le parti Foscori pour un Bénin émergent est-il de la mouvance présidentielle ou dans l'opposition? Pour beaucoup, le masque est tombé sans que Paul Onkwe ne s'en rende compte, écrit le journal. Et d'un parti à un autre, toujours en autre politique, la boussole évoque les tractations au sein de l'Union progressive Le Renouveau pour les législatives et les communales de 2026. Les positionnements sont révélés par mon confrère comme la pomme de discorde entre Diogweno et Maître Adrien Ngwedji, écrit le journal qui par ailleurs revient, mais dans un autre article, sur la débâcle de la mouvance aux législatives de 2023 dans la 8e circonscription électorale. Le bloc républicain renoue avec les mêmes erreurs, prévient la boussole qui en publie les détails. Et en notre religion pour ainsi finir, le Télégramme informe que la communauté musulmane célèbre la Tabaski le 6 juin prochain. L'Union islamique du Bénin annonce selon la publication que la fête de la Tabaski sera célébrée vendredi 6 juin 2025 et le Télégramme, tout comme le Chasseur Info, publie le communiqué de l'Union islamique du Bénin.
Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Demain étant férié, on se reprend vendredi pour un autre rendez-vous. C'était la revue de presse sur Sota FM. Madame, Monsieur, ainsi se referme ce journal. Merci d'être avec nous. Je suis Zulki Firulona à la présentation. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. Merci et portez-vous bien. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatique